Bonsoir à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Homme Passion pour ce nouveau live en présence ce soir donc d'une nouvelle auteure que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir qui est donc Marie Alondiga. Donc Marie, bonsoir. Bonsoir Florian, merci de Voilà. m'accueillir. Merci à vous d'avoir accepté donc l'invitation du groupe à venir partager votre univers livresque. Vous connaissez le principe de l'émission. Toutes les personnes vont poser des questions en commentaire de ce live et le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais en tout cas, voilà, merci à vous. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui est Marie Alondiga? Alors, je suis romancière, j'ai publié 3 romans. Pour Anna, qui est un roman historique qui est disponible chez Pocket et que j'ai signé Dominique Henry, avec lequel je fais pas mal de rencontres en établissement scolaire, puisque ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et le dernier est sorti en juillet l'année dernière chez Nombre 7. C'est un roman sur le pouvoir de la musique qui s'appelle Mes nuits avec Iggy et qui mêle les univers de Iggy Pop et d'Igor Stravinsky. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On a pu voir les couvertures passer à l'écran. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a une première question qui demande comment êtes-vous lancée dans l'écriture, Marie? Je crois que j'ai toujours écrit des petites choses, des poèmes, des petits textes, mais pour moi, enfin que je faisais lire à personne. Et puis quand mes enfants étaient petits, pendant qu'ils faisaient la sieste, je me suis mise à écrire de façon plus suivie. Et puis au fur et à mesure, ça a donné un roman. Donc de là l'idée, pourquoi pas essayer de le publier. Et les choses elles se sont faites un petit peu. J'ai pas pensé au départ quand j'ai commencé à écrire un roman et le publier. J'écrivais parce que j'aimais ça, j'aimais écrire, j'aimais inventer des histoires, les raconter. Et de fil en aiguille, voilà. Bon, le premier roman a été publié, puis après un autre, et puis après on y prend de plus en plus goût, et voilà quoi. Donc c'est venu comme ça. D'accord. On a vu tout à l'heure passer à l'écran effectivement donc votre premier roman pour Anna qui est édité donc aux éditions Pocket. Vous l'avez dit, il parle de la Seconde Guerre mondiale. Pouvez-vous nous parler plus précisément de ce roman-là? Et il y a une question de pourquoi avoir utilisé un pseudonyme? Alors un pseudonyme, c'est pas tout à fait un pseudonyme. Dominique, c'est mon deuxième prénom, et Henri, c'est le nom de famille de mes enfants. Voilà, donc en fait, c'est un pseudonyme sans en être vraiment un. Donc pour Anna parle de la démarre dans le camp d'Auschwitz en 43. C'est un roman pour lequel je me suis documentée pendant 4 ans. Puisque je voulais mêler dans ce livre-là, je voulais raconter évidemment l'histoire des déportés, mais aussi l'histoire des Allemands, des nazis, et j'ai fait aussi des recherches de ce côté-là, donc ça a été plus compliqué à trouver. Et dans ce livre, les 2 personnages principaux sont Sarah, qui est une déportée juive, et Joseph Meyer, qui est un psychiatre allemand qui est dans le camp. Donc 2 personnages au même endroit, au même moment, mais évidemment pas dans les mêmes conditions. Et pourtant 2 univers qui vont se mêler dans une quête d'espoir de retrouver un bébé qui a échappé, qui est le bébé de l'héroïne Sarah, et qui a échappé à la rafle. Voilà. D'accord. Donc vous le disiez, effectivement, c'est un roman qui est beaucoup travaillé dans les collèges. Comment ça se passe? C'est vous qui contactez les collèges, les lycées? Oui, enfin, ça dépend. Ça dépend. Parfois, c'est moi. Parfois, j'ai des demandes parce que quelqu'un a lu le livre, a envie de le faire et le fait étudier aux élèves. Là, j'ai signé hier une résidence d'auteur à l'école, donc je vais intervenir dans le même lycée pour 6 demi-journées pour faire pour travailler avec il y aura des secondes et des troisièmes. Donc, je fais des lectures qui ouvre sur un débat. Les élèves posent des questions. Moi, je leur parle un petit peu des sources qui m'ont inspiré ces passages-là. Et on termine généralement par un atelier d'écriture qui leur permet aussi, eux, de mêler leurs ressentis par rapport à ce qu'ils savent de cette période-là et de l'histoire, ce genre de choses. Pour la résidence d'auteur à l'école, c'est un dispositif qui a été mis en place par le CNL en lien avec l'éducation nationale. Donc,
Et là, c'est le comité du souvenir français qui travaillait avec ce lycée qui m'a contacté et qui nous a mis en lien, en fait. Voilà. D'accord. Donc, ça peut être moi, oui, qui propose à des professeurs que je connais ou que je rencontre, ou eux qui m'appellent, ou par le biais de libraires aussi, c'est arrivé. Donc, ça dépend des fois. D'accord, merci. Et donc, on l'a dit, il est édité chez Pocket. Et au niveau de la couverture, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi? Non, c'est l'éditeur grand format qui avait pris cette couverture déjà. Le livre était sorti en avant-première chez France Loisirs, puis ensuite en librairie et enfin chez Pocket. Et c'est la même couverture qui était sur le grand format et que j'ai là d'ailleurs. Voilà, sur le grand format, c'était la même image qui a été conservée par Pocket. D'accord, Voilà. ok. Eh bien, Et écoutez, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, combien de temps il vous a fallu pour écrire ce livre? pour Anna, j'ai mis plus de 4 ans, puisque avec la documentation, l'écriture du livre, oui, il y a eu au moins 4 ans et demi pour ce livre-là. C'est vrai que j'ai fait un petit peu une pause à un moment donné parce que la documentation était longue, était quand même pénible puisque je faisais que lire des livres qui parlaient de cette période-là, de regarder des documentaires, des témoignages. Et je me suis vraiment imprégnée de cette atmosphère-là et c'était assez lourd quand même. Donc je me suis posé la question même au milieu, est-ce que je vais réussir à arriver au bout? Donc je suis arrivée au bout, mais j'ai mis du temps. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Une question encore concernant vos rituels. Est-ce que vous avez des rituels quand vous écrivez? Non, j'ai pas de rituel. Je peux écrire, j'ai pas des horaires. Je me dis pas j'écris le matin et pas l'après-midi ou le contraire. Non, en fait, j'ai parfois l'impression que c'est pas moi qui décide. Parfois, je sens qu'il faut que j'écrive là parce que tout me vient de façon fluide, de façon construite et donc je me mets à écrire. Ça peut être le matin, le soir, la nuit aussi parfois. Euh, il y a pas de rituel, il y a pas de règle. J'écris tout le temps, on va dire et mes personnages m'accompagnent partout. Voilà. Donc j'ai tout le temps les idées qui vont me venir. Parfois il y a une personne que je rencontre ou un fait ou une anecdote et je me dis tiens ça va servir à tel personnage ou je m'en inspire pour ça. Mais non, il n'y a pas du tout de rituel. Non, pas. D'accord. Et justement, vous parliez de vos personnages. Est-ce que vous faites des fiches personnages? Non, j'avais commencé pour mon tout premier roman à faire des fiches personnages et je me suis rendu compte que que ça m'enfermait dans quelque chose qui après me bloquait dans l'écriture. Donc j'en fais pas. Alors je sais de quoi je vais nourrir mon personnage. Dans ma tête, il est quand même défini sur les grandes lignes, mais il n'y a pas de fiche. Je le vois, je l'imagine, j'imagine sa personnalité, sa façon d'être, j'imagine parfois sa démarche, j'imagine plein de choses, mais je fais pas de fiche, non, non. Je me laisse la liberté de lui rajouter un trait de caractère à un moment donné, enfin, pas de le modifier complètement, mais de rajouter quelque chose qui peut le définir plus précisément si je sens que ça peut enrichir l'histoire. Si ça peut, oui, voilà, lui donner un peu plus de poids dans l'intrigue. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était donc pour la présentation du livre Pour Anna aux éditions Pocket, qui, comme vous l'avez dit, avait été édité aux éditions France Loisirs auparavant, à qui on salue bien évidemment. Pouvez-vous également nous présenter votre dernier roman? Alors, ce dernier roman, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est Minuit pour Aiguille aux éditions Nombre 7. Justement, parlez-nous de ce roman. Mes nuits avec Iggy. Alors, c'est Pardon. un roman. C'est un roman sur le pouvoir de la musique. C'est l'histoire d'une femme, artiste peintre, qui est fan d'Iggy Pop depuis son adolescence et cette, cette, cet amour pour, parce que c'est carrément de l'amour pour Iggy Pop, il va être encore plus amplifié puisqu'elle perd son amour de jeunesse. Donc à partir de là, elle va passer toute son existence à lui courir après, de concert en concert. Elle essaye de rentrer en contact avec lui. Enfin, elle va passer toute sa vie
en se disant qu'un jour, elle va rencontrer Iggy Pop et que pour elle, c'est l'homme de sa vie. Donc voilà, que l'évidence va arriver au premier regard. Et puis un jour, elle a un accident et elle se retrouve dans le coma, plongée dans le coma. Et donc sa sœur, tout naturellement, sera à son chevet et se dit, je vais lui passer des musiques hip-hop et ça va forcément lui donner envie de revenir à la vie. Et à côté de ça, il y a un autre personnage qui s'appelle Igor et qui lui est un chef d'orchestre qui a aussi des traumatismes, qui a perdu sa mère dans un accident de voiture quand il était enfant. Et il assiste à cet accident de cette femme qu'il ne connaît pas, qu'il a déjà croisée dans le quartier de l'Opéra, mais ils ne se connaissent pas. Et cet accident-là, lui, va le ramener à son enfance, à la perte de sa mère. Et du coup, il se rend au chevet de cette femme. Et quand il apprend qu'on va lui jouer du Iggy Pop, il se dit, lui, non, Iggy Pop, ça marchera pas, puisque lui, il a voué sa carrière et sa vie à Stravinsky. Donc, il se dit, moi, c'est Stravinsky qui m'a aidé à surmonter mon traumatisme quand j'étais enfant. Donc, s'il y a une musique qui peut l'aider, c'est Igor Stravinsky et pas Iggy Pop. Donc, au chevet d'Iris, donc elle s'appelle Iris, à son chevet vont se mêler ces deux univers musicaux, Iggy Pop et Igor Stravinsky. Et dans son esprit, tout va se mélanger. Elle vit en même temps une expérience de mort imminente, puisque dans son coma, elle revoit défiler toute sa vie, elle revoit ses failles, ses erreurs, et ces musiques se mélangent. Donc tout s'entremêle et ces musiques se mélangent et font aussi écho au silence de ce coma-là, où elle voit des personnages, mais où il n'y a pas de bruit. Donc tout va, par moments, elle entend aussi les bruits de l'hôpital, les chariots, les machines, le scope qui émet des bips à son chevet, enfin tout va se mélanger. Et là, la question de la vie, la mort, qu'est-ce qui va la faire basculer finalement? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va se laisser emporter de l'autre côté où elle revoit son amour de jeunesse qui, lui, est mort? Donc, c'est tout le roman se passe en fait dans cette chambre d'hôpital pendant ce coma. Donc, on va revoir des flashbacks de son passé, mais c'est vraiment la période du coma qui est racontée dans le livre. D'accord, écoutez, merci pour cette présentation. Et justement, il y avait une question, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? J'avais depuis très longtemps envie d'écrire un livre sur Iggy Pop. Mais pas vraiment un livre sur Iggy Pop, mais plutôt un livre avec Iggy Pop. Donc, je parle beaucoup de lui. Enfin, dans le livre, on voit toute sa carrière, ses musiques. Je parle beaucoup de presque tous ses albums, je crois. Mais c'était pas l'idée de faire ni une biographie, ni un roman vraiment qui relate que sa carrière. Donc, il me manquait quelque chose. Et puis un jour, j'ai pensé à Igor. Je voulais qu'il y ait un autre artiste en face, en fait. Pas forcément un musicien au départ. Je cherchais soit l'associer à un peintre, soit l'associer à un écrivain. Enfin, je voulais un autre artiste. Et à un moment donné, j'ai pensé à Igor Stravinsky. Et là, ça m'a paru assez évident de les mettre ensemble. Enfin, bien qu'on peut avoir l'impression qu'ils sont diamétralement opposés, je trouve que Igor Stravinsky était peut-être punk avant l'heure et je trouvais intéressant de les associer dans cette espèce de duel finalement musical à son chevet. Voilà, donc là j'ai écrit ça et l'accident, j'ai eu moi-même un accident et donc en fait quand j'ai eu je me suis fait percuter par une voiture. J'ai commencé à écrire ce roman-là quand j'étais allongée, que je pouvais pas bouger. Et en fait, l'accident a déclanché l'écriture du roman, voilà. Et j'ai écrit ce roman-là. Il y avait justement une question qui demandait si ce roman était inspiré de faits réels. Vous y répondez un petit peu partiellement. Alors, faits réels, il y a deux choses qui sont inspirées de faits réels. Le premier concert d'Iggy Pop, dont je parle dans le livre, qui a eu lieu au Polideportivo de Anoeta en Espagne en 91, y était.
Et l'accident que je décris, j'ai eu cet accident, donc il m'a inspiré. Après, ça s'arrête là. Le reste, c'est du roman. Mais ça, oui, c'est inspiré de ces deux choses, qui sont vraies. Voilà. Une nouvelle question aussi concernant vos personnages de ce roman. Est-ce que des personnages ont été inspirés aussi de personnages réels? Bon, Iggy Pop, oui, hein, je me suis inspirée de lui et quand je parle de lui, je parle vraiment du personnage. Après, on peut dire oui et non, mais le personnage d'Igor, qui est un personnage assez important dans le livre, il n'est pas inspiré de quelqu'un de réel, mais il est inspiré de personnes enfin, d'artistes qui peuvent être un petit peu se retrouver dans le personnage d'Igor, puisqu'il il consacre toute sa vie à Igor Stravinsky jusqu'à un peu un déni de lui-même en fait, parce que il s'approprie sa musique, il porte sa mère. En fait, c'est sa mère qui était fan d'Igor Stravinsky, qui a appelé son fils Igor parce qu'elle espérait que son fils devienne au moins aussi fantastique Igor Stravinsky. Donc c'est lourd à porter quand même pour un enfant d'avoir un prénom comme ça. Puis quand la mère dit vraiment je t'appelle Igor parce qu'Igor Stravinsky, donc c'est quand même assez lourd à porter. Donc c'est inspiré pas d'une personne réelle, mais de choses qui peuvent être arrivées à d'autres gens en réalité, et qui se sont retrouvés dans la peau d'un personnage dans laquelle ils se seraient peut-être pas mis d'eux-mêmes. Voilà. Et concernant la couverture, on demande si c'est vous qui l'avez dessinée. C'est mon fils qui l'a dessiné. C'est votre fils, d'accord. Voilà. En tout cas, bravo à lui parce elle est bien jolie. Et justement, il y avait la question de savoir qu'est-ce que ça représentait. Donc, il y en a certains qui disent qu'on reconnaît Iggy Pop. Il y a Iggy Pop, Igor Stravinsky, et le personnage d'Iris qui est dans le coma. Iris qui est rousse, qui a les cheveux rouges, et ça a une importance dans le livre, c'est ses cheveux roux d'Iris, puisque c'est un petit peu ça qui va susciter aussi l'étonnement dans le personnage d'Igor, parce que lui, au moment où il voit cet accident, il joue à l'opéra L'Oiseau de feu de Stravinsky, et il voit le ballet de Béjart, et Béjart avait habillé ses danseurs en rouge, et bon, l'oiseau de feu, le rouge. Et donc, quand il voit les cheveux d'Iris comme ça répandus sur le sol après l'accident, lui voit le danseur, et il voit ça, et tout se mélange lui aussi dans sa tête, la mise en scène de l'oiseau de feu, Iris répandue avec ses cheveux qui se répandent sur le sol. Donc, je voulais que sur la couverture, j'avais demandé à mon fils de dessiner la couverture, je lui avais dit, je veux qu'on voit les cheveux rouges. C'était important qu'on voit un peu de ses cheveux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux artistes, les deux musiciens, plus Iris dans le coma. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, félicitations à votre fils pour cette couverture, en tout cas, parce que c'est vrai que je rejoins les commentaires en disant qu'elle est très jolie. Justement, est-ce que, avant de continuer à partager votre univers livresque, vous accepteriez de nous lire un petit extrait donc, de ce dernier roman, Mes nuits avec Iggy, aux éditions Nombre 7? Oui, oui, oui. Voilà. Donc, on vous écoute. Alors, je vais lire un passage. Justement, c'est un passage du livre qui parle d'Igor quand il commence à se poser des questions. Il a vu cet accident qui le perturbe de son rituel. C'est Igor, un personnage qui est quand même assez très rigide, cadré, et Iris, c'est un petit peu le grain de sable dans sa vie. Donc, il va pas encore à son chevet. C'est un moment où il commence à se poser des questions quand il rentre chez lui. Alors, Paris, quartier latin, 18 février 2021. Igor avait regagné son appartement de la rue Gay-Lussac. C'était jour de relâche et ça tombait plutôt mal. Il allait devoir lutter toute la journée pour chasser cette femme de son esprit. Iris Lalande. Il avait désormais un nom à associer à l'accidenté de la veille. Une identité à ajouter parmi tant d'autres. Et pourtant... C'est joli comme prénom, Iris, ne pouvait-il s'empêcher de ressasser. Cette femme avait pris possession de son esprit aussi brutalement que la douleur était réapparue dans sa hanche gauche, en quelques secondes, juste après le choc qui avait plongé Iris dans le coma. Aussi étrange que cela puisse paraître, Igor avait de suite compris que les deux demeureraient à jamais indissociables. 40 années, jour pour jour, séparaient les deux collisions.
L'accident de son enfance et celui auquel il venait d'assister impuissant semblaient à présent liés par quelque chose d'indéfinissable. Cette douleur qui irradiait de plus en plus dans toute sa jambe et la présence d'Iris dans sa tête, il allait devoir composer avec. À l'hôpital, il n'avait d'abord pas osé demander de ses nouvelles, et quand il y avait songé, sa sœur avait fondu en larmes devant lui. Ensuite, le type était arrivé et plus rien n'avait été possible. Avec l'intention d'y retourner, Igor avait alors préféré s'éclipser. Il ne voyait pas comment y échapper d'ailleurs. S'il souhaitait être tranquille et se débarrasser à la fois de la souffrance physique et de son obsession pour Iris, il devrait y retourner. Ne serait-ce que pour savoir, pour comprendre pourquoi la vue de cette femme allongée sur l'asphalte avait eu raison de son flegme légendaire en ravivant une si ancienne douleur. Igor Stravinsky ne suffirait pas cette fois, il en avait la conviction. Même si pourtant, à peine arrivé chez lui, il n'eut qu'une seule idée en tête, frotter quelques notes. Il sortit le violon de son étui et s'installa sur le salon face à la fenêtre, là où il aimait bien jouer. La vue dégagée que lui offrait son 6e étage autorisait une interprétation plus libre et plus créative à laquelle il avait la sensation de franchir les barrières du monde. Il partait loin, très loin avec la musique d'Igor Stravinsky. C'est Petrouchka qui s'imposa à lui ce jour-là. Rien de surprenant étant donné que c'était précisément cette œuvre qui avait eu le pouvoir de le réparer à l'âge de 10 ans. Qu'ensuite, à l'accident qui lui avait volé sa maman, il avait dû réapprendre à marcher. Il s'était senti aussi désarticulé que ce personnage de ballet dont l'histoire lui avait été contée des dizaines de fois. Lorsqu'enfant, sa mère l'aidait à s'habiller, elle se plaisait à le surnommer « mon petit Petrouchka » et s'amusait de le voir se laisser ainsi faire avec autant de docilité. Comme un pantin, elle disait. Elle se régalait aussi de sa bouille contrariée et lui assurait qu'elle était bien sa danseuse dévouée et que le reste du monde représentait le méchant mort dont il fallait se méfier. La veille, 40 ans après exactement, c'était précisément au cœur de tout cela que l'accident d'Iris l'avait replongé. Subitement, il était redevenu ce pantin en mal d'amour et pris malgré lui de la belle danseuse. Et cet automobiliste maladroit, ce chauffard malhonnête, c'était lui qui incarnait le mort désormais. Le mort qui lui avait volé sa mère ne lui prendrait pas Iris. C'était hors de question, inconcevable. La vie ne pouvait pas se répéter indéfiniment de la sorte. Igor saisit son archet, ajusta son violon près de son visage, ferma les yeux pour mieux rentrer à l'intérieur de lui-même, et après une grande inspiration, laissa les notes s'envoler de son instrument. Vivace, c'était sur ce tempo qu'il fallait attaquer. Vivace, vivace. Il joua et joua encore durant des heures, sans pause, sans répit, jusqu'à s'en faire saigner la peau et durcir les doigts. Et des larmes coulèrent, des larmes d'enfant, les larmes d'un petit garçon qui vient de perdre sa maman et à qui l'on interdit de se lever pour courir se blottir contre son corps une dernière fois, les larmes d'un homme qui tombe fou amoureux d'une femme qui vient de sombrer dans l'abîme, les larmes d'une existence meurtrie, des larmes jusqu'à lui en faire rougir les yeux. Merci beaucoup, Marie, pour cet extrait. Donc, on le répète, hein, Les Minuits avec Iggy aux éditions Nombre 7. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Une question qui a été posée encore la même que tout à l'heure pour Anna. Combien de temps il vous a fallu pour écrire ce livre? En vous remerciant pour cet extrait. Merci. Je vous en prie. Celui-là, j'ai mis 1 an, 1 an et demi à peu près. J'ai mis un petit peu moins, j'ai mis moins de temps que pour Anna. La documentation m'a pris moins de temps. Je connaissais bien Iggy Pop avant de commencer à écrire le livre. Je me suis documentée principalement sur Igor Stravinsky, que je connaissais moins. Je connaissais le Sacre du Printemps, je connaissais quelques ballets, mais pas toutes ses compositions, sa carrière. Je connaissais pas l'homme. Enfin bon, voilà, ça m'a pris surtout du temps. Et je me suis documentée aussi beaucoup sur les expériences de mort imminente. Pour tous les passages que je décris dans le coma, j'ai pris des témoignages de personnes qui ont vécu ça pour que ça colle quand même avec ce qui est la réalité. Voilà. D'accord. Que ce soit pour Anna ou pour Minuit avec Iggy, vous dites beaucoup, je me suis documentée, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça semble très important pour vous. Oui, j'aime beaucoup mêler la fiction à la réalité, donc je me documente toujours. Je me nourris en fait de la réalité. Mais c'est important. J'aime bien apprendre quand j'écris, apprendre quelque chose et ensuite je nourris mes personnages
de ce que j'ai appris, mais bon, de l'imaginaire aussi, parce que j'aime bien que ce soit du roman, donc de la fiction. Ouais. Et est-ce qu'il y a des sujets, justement, vous dites de romans, fiction, des sujets sur lesquels vous n'écrirez jamais? Et si oui, lesquels? Non, non, j'ai pas, je m'interdis rien. Non, après, bon, le sujet doit m'inspirer, doit m'interpeller. Il faut que je me pose des questions dessus. Mais bon, je me pose des questions sur beaucoup de choses. Donc, non, non, il n'y a aucun sujet que je m'interdis. Voilà. D'accord, ok. Et justement, est-ce que quand vous écrivez, est-ce que vous avez la trame, vous savez, c'est-à-dire que vous savez où, comment commencer, comment écrire et comment sera la fin, ou est-ce que vous vous laissez une part d'imagination de A à Z? Je sais d'où je pars, je sais à peu près où je vais arriver, et je me laisse complètement libre. Alors, je sais quelques étapes que je vais mettre dans le roman, mais après, non, je garde une grande liberté jusqu'au bout. Pour moi, l'écriture, c'est justement ça, c'est un espace de liberté totale, et je me fais pas un plan précis. Je sais d'où je pars, et je sais à peu près où je vais arriver, même si je sais pas forcément exactement la fin que je vais mettre. D'accord. Je sais où je vais arriver où je vais amener mes personnages dans leur évolution intérieure, parce que généralement ils se transforment aussi pendant l'histoire. Mais la fin, non, pas forcément. Pas forcément. J'ai deux, trois options, mais je sais pas laquelle je vais choisir jusqu'au bout. Je sais pas. Voilà. D'accord, bah, merci beaucoup. Donc, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, hein, donc on rappelle donc, que vous êtes auteur, donc là, votre dernier roman, Minuit avec Guy, donc, que vous venez donc de nous présenter. Et vous êtes aussi auteur donc de Pour Anna aux éditions Pocket, qui revient donc sur des événements de la Seconde Guerre mondiale et que vous présentez régulièrement dans des lycées. Et encore une fois, merci pour cet acte. C'est très important justement de sensibiliser nos jeunes à cette partie de l'histoire. Donc, merci à Oui. vous. Merci. Et justement, s'il y a des libraires qui nous regardent, de ne pas hésiter à prendre contact avec vous, à ce que vous disiez tout à l'heure, si, pour Absolument. intervenir. Ouais, ouais. Et pour Ah, Anna super. vient d'être sélectionnée par les écrivains combattants dont je fais maintenant partie. Voilà. Voilà, donc bah, toutes mes félicitations en tout cas et au nom du groupe pour ça. Justement, où est-ce qu'on peut venir vous rencontrer prochainement? Est-ce que vous avez des séances de dédicaces de prévues, des salons ou dans des lycées? Euh, Ça va. Alors ça, les salons, je pense que ça va redémarrer au printemps. J'ai pas encore de date. Là, j'ai beaucoup de rencontres en lycée qui se mettent en place, donc ça va être surtout en lycée. Et après, je pense que ça va reprendre sûrement les nocturnes littéraires cet été. Peut-être Saint-Maur en poche, je sais pas encore. J'attends. Voilà, Noailles Fuveau. Voilà, ça va être plus, ça va démarrer davantage à partir du mois de juin les rencontres. Sauf si des libraires veulent m'inviter d'ici là, avec plaisir, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, je rappelle, hein, dans la description, il y a donc le lien de votre page Facebook où on pourra, j'imagine, Oui, voir tout à fait. vos différentes actualités. Est-ce qu'il y a d'autres liens où on peut aller voir votre actualité? Je suis aussi sur Instagram. D'accord. Je mets davantage sur Facebook. Je suis pas très très douée, on va dire, avec les réseaux, donc j'essaie de mettre quand même sur Facebook l'actualité et ce que je fais. Je les mets en général aussi sur Instagram, donc sur les deux, voilà. Super. Bah, écoutez, c'est noté beaucoup. Donc, j'invite toutes les personnes à consulter votre page, à aller jeter un œil et à aller mettre un petit like. Est-ce que vous avez des projets à venir, Marie? Des projets d'écriture, oui. Oui, oui, j'ai des projets en cours. Ce sont des projets historiques aussi. Donc voilà, j'en ai un notamment qui est terminé quasiment. Donc ce qui est sur l'histoire de l'Argentine sous Péronne. Voilà. Justement, il y a une question dite des projets concernant l'histoire. L'histoire a l'air d'apporter beaucoup une place importante chez vous. Ouais. Pourquoi? Oui, oui, l'histoire, beaucoup parce que je pense qu'on apprend de l'histoire, et je pense qu'on s'y intéresse peut-être pas assez pour ce qui se passe. Enfin, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, on a oublié ce qui s'est passé. Enfin, on a oublié le passé. Pourquoi on s'en sert pas, voilà, pourquoi on s'en sert pas pour avancer différemment. Voilà, moi c'est ça qui m'interpelle
l'histoire m'intéresse aussi parce que souvent, il y a des pans méconnus de l'histoire. On apprend certaines choses qu'on nous apprend et qui sont ce qu'il faut savoir de l'histoire. Mais il y a des épisodes moins glorieux qu'on n'a souvent pas envie on n'en a pas envie de parler, on n'en est pas fier. Donc c'est pour ça que j'aime bien écrire des romans historiques pour aller chercher parfois des pans d'histoire méconnus ou oubliés ou passés sous silence. Parce que quelle que soit l'histoire, il faut qu'on l'assume et puis ça aide je trouve que ça aide à avancer et à pas forcément refaire les mêmes erreurs peut-être. Voilà. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Il y avait une question également qui demandait, est-ce que vous lisez aussi autant que vous écrivez? Oui, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de romans, mais aussi des documents en lien avec mes documentations, des essais. Oui, je lis tout le temps. Je lis bon, quand j'écris un peu moins parce que je me focalise sur mon histoire, mais oui, je lis beaucoup. Je suis en train de lire Le Testament français, là, d'André Makin, qui est un des auteurs français que je préfère. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a des auteurs plus que d'autres qui vous inspirent, que ce soit, si vous deviez en citer un ou deux? Qui m'inspire, je peux pas dire qui m'inspire, mais citer deux auteurs. J'aime beaucoup André Makin, c'est vraiment. J'ai toujours beaucoup aimé et été attirée par la littérature des pays de l'Est. Je sais pas pourquoi, mais Tolstoï, Dostoïevski, que j'aime beaucoup, Makin maintenant, mais bon, j'aime aussi beaucoup Laurent Godet, Zola. J'aime le théâtre, j'adore Racine. Enfin bon, beaucoup d'auteurs. Joy Carol Oates aussi pour les Américains, les auteurs américains. Enfin bon, il y a énormément d'auteurs que j'aime, très différents, de styles très différents d'ailleurs. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Marie, pour ce moment de partage avec nous. Donc, on le rappelle, vous êtes auteur du roman Mes nuits avec Iggy et également ce magnifique roman historique pour Anna aux éditions Pocket. Voilà. Merci, écoutez, Marie, Florian. merci beaucoup d'avoir participé à ce live avec nous. J'espère que les questions vous ont plu, que les réponses ont été à la hauteur des questions. J'espère, ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment, en espérant vous voir donc très prochainement, comme vous l'avez dit, que ce soit du côté de Fuveau. On l'espère peut-être encore sur les nocturnes littéraires qui se dérouleront cet été sur les plages du Sud. Donc, en tout cas, voilà, merci beaucoup à vous et je vous laisse donc le mot de la fin et je salue donc toutes les personnes qui sont venues ce soir en vous remerciant une nouvelle fois. Je vous remercie, Florian. Je remercie les personnes qui sont venues écouter. J'espère que j'étais à la hauteur des réponses à leurs questions. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et on se retrouve donc très prochainement pour de nouveaux lives. Merci à vous. À bientôt, Marie. Au revoir. À bientôt. Au revoir.